pense qu'on va pouvoir Ouais. commencer. On a déjà 15 participants. On était une petite vingtaine d'inscrits, donc c'est cool. Bienvenue, merci à tous de nous avoir rejoints pour cet atelier de la Factory Cybersécurité qui est organisé aujourd'hui dans le cadre de la saison 5 de Digital is Future, dédiée pour cette saison à la filière transport et mobilité. Donc aujourd'hui, un atelier un peu plus interactif que d'habitude, en présence de Jean-François Escala et Fabien Crozet, qui vont vous proposer une petite interview croisée. N'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir. Donc l'idée, c'est que l'atelier soit interactif. Nous allons parler aujourd'hui de cybersécurité et de RGPD, le tout appliqué évidemment au transport, avec un focus sur le transport de marchandises et de logistique, et aussi un focus sur le transport de personnes. Je vous laisse la parole, Jean-François et Fabien. Merci beaucoup. Merci. Tu veux te présenter, Fabien? Oui, moi je suis Fabien Crozet, donc, du cabinet DPE Consulting, un cabinet spécialisé dans la protection de données personnelles. Voilà, on est présent un petit peu partout en France. Et moi je suis responsable du cabinet pour toute la région Occitanie, voilà, avec un bureau à Toulouse et à Montpellier, et de temps en temps à Nîmes. Voilà. Et voilà, donc moi c'est Jean-François Escala, même activité, dirigeant de la société Consultil, cabinet de conseil en protection des données et de délégué à la protection des données externalisées. Voilà, on est pile sur la même activité et semble-t-il avec des profils de clients variés, mais avec quand même nos spécificités. Fabien a beaucoup plus d'expérience sur la partie transport de marchandises. Et moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai un feedback assez important sur la partie transport de personnes. Et du coup, c'était l'angle parfait pour aborder cette thématique et faire cette discussion en fait, croisée entre DPO. Et vos questions au fil de nos échanges sont bien évidemment les bienvenus. Donc, voilà un petit peu comment on a envisagé cette petite intervention. Je vais peut-être partager de nouveau le diaporama. Voilà, bon, vous nous voyez tous les deux, mais vous nous avez aussi en visuel. On avait pensé commencer, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, par un petit rappel en 3 mots sur la protection des données dans le secteur du transport. Voilà, donc la protection des données en 3 mots, c'est quoi? On va se partager un petit peu les tâches avec Fabien. Oui, c'est avant tout des bonnes pratiques. Voilà, des bonnes pratiques dans la façon dont on collecte et on traite les données. Donc, ces bonnes pratiques, c'est quoi? En quelques mots, c'est savoir pourquoi on traite les données, dans quel but, de quel droit, savoir qu'on est sur la bonne base légale, est-ce qu'on a obtenu le consentement, est-ce qu'on est dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou du respect de la loi? Enfin, voilà, il y a plusieurs bases légales possibles, mais il faut savoir de quel droit est-ce qu'on collecte la donnée. Et ensuite, il y a le quoi. Qu'est-ce qu'on prend comme données? Est-ce qu'il y a de la donnée sensible ou pas? Est-ce qu'on prend en grande quantité? Est-ce qu'on minimise un peu? Voilà, il y a des bonnes pratiques comme ça. Et ensuite, c'est comment on fait? Quelles mesures de sécurité on met en place pour faire les choses bien? Comment est-ce qu'on informe les personnes concernées? Parce que ça fait quand même partie des pratiques de transparence à mettre en place. Et voilà, ensuite, quelle durée de conservation on met en place? Voilà, plein de bonnes pratiques. Mais en gros, il faut savoir pourquoi on veut collecter de la donnée, de quel droit on le fait, qu'est-ce qu'on collecte et comment on le fait. Voilà, on ne peut pas faire plus synthétique, je pense, sur les bonnes pratiques. Mais ce n'est pas tout. Pour respecter le RGPD, il y a aussi de la documentation. Fabien, tu veux nous présenter un peu rapidement cette documentation? Oui, en fait, le socle, si vous voulez, d'une mise en conformité RGPD, c'est la responsabilisation des entreprises. Et cette responsabilisation passe justement par des éléments de preuve, comme quoi les bonnes pratiques que vient de numérer Jean-François ont bien été mises en place dans l'entreprise. Donc, ça passe par de la documentation diverse, comme des procédures, des politiques, pourquoi pas des fiches pratiques aussi, à destination des métiers, etc. Donc, ce sont autant d'éléments de preuve, en fait, parce que c'est ça qui est attendu par le RGPD. Avant le RGPD, il n'y avait pas besoin de toutes ces preuves, mais l'arrivée du RGPD a poussé la responsabilisation des entreprises. C'était à elles de démontrer en fait, qu'elles ont mis en œuvre toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes mesures pour garantir la protection des données personnelles. Voilà. C'est vraiment le socle, c'est la documentation.
Et puis autour, évidemment, il y a plein de sujets, hein, comme on va le voir juste après. Hein, Jean-François, je pense que l'aspect gouvernance, hein, effectivement, c'est le sujet qui vient juste après. La gouvernance, hein, c'est l'organisation de réunions pour voir si la documentation est bien tenue, si les bonnes pratiques sont bien suivies, etc. C'est aussi plein d'autres choses, hein, Jean-François, il y a plein de sujets sur la gouvernance. C'est ça, c'est-à-dire que les bonnes pratiques et la documentation, une fois que c'est en place, ben, c'est une belle photo, c'est un chouette mode de fonctionnement de l'entreprise pour être conforme, entre guillemets. Mais ben, les pratiques évoluent, les situations se présentent, donc il faut que la direction, le DPO, s'il y en a un qui a été désigné, soit en mesure de faire face aux nouveaux projets et à les construire de façon conforme. C'est aussi faire face aux incidents qui peuvent arriver, incidents en matière de sécurité, voire même violation de données. Ça peut être faire face à des demandes de la part des personnes, de droit d'accès ou autres. Voilà, c'est donc être en mesure de continuer à rester conforme dans l'évolution des activités de l'entreprise ou de l'organisation publique. Ce n'est pas un chantier figé, effectivement, tu as raison, c'est quelque chose qui doit se maintenir dans la durée. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas parce qu'on a fait un audit que c'est terminé, en fait. Hein. C'est vraiment le maintien de la conformité au travers de cette gouvernance, hein, qui est super important. Voilà. Donc, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, peut-être Jean-François, parce que c'est vrai que ce n'est pas un webinaire sur le RGPD. Hein, effectivement, on pourrait y passer des heures sur ce sujet. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais plus par quoi on avait prévu de commencer, je crois que c'était sur la partie transport de personnes, non? Sur la partie transport de personnes, en fait, effectivement, donc selon toi, en fait, hein, quels sont les outils en fait, qui existent aujourd'hui dans le transport des personnes? Quels sont les outils à destination des acteurs comme TCO, la RATP, etc. Est-ce que tu peux parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais une expérience dans ce secteur-là, raconte-nous un peu quels sont les outils, en fait. Quels sont peut-être les points d'attention sur ces outils aussi? Alors, oui, je pense qu'on va retrouver des outils très similaires entre le transport de personnes et de marchandises, et ensuite aussi des outils vraiment spécifiques à chacun de ces deux secteurs. Et en tout cas, ces outils, ils servent à conduire en fait et à remplir les objectifs opérationnels de ces organismes. Donc, dans le transport de personnes, il y a des outils qui vont servir à organiser et réaliser les opérations de transport. Il y a tout ce qui est outils classiques de gestion du personnel, de gestion des conducteurs, des plannings, comment assurer les prises de service, comment assurer un soutien opérationnel en direct aux conducteurs. Il faut maintenir les véhicules. Il y a parfois des réglementations spécifiques qui vont venir s'appliquer en matière de sûreté, en matière de sécurité, et comment assurer la sécurité des conducteurs et des véhicules ou des infrastructures. Voilà, ça c'est vraiment comment organiser et réaliser les opérations de transport. Ensuite, il faut fournir le service aux usagers, des systèmes de billettique, de réservation, l'information aux voyageurs, la gestion classique aussi de la relation client. Il y a la thématique des objets trouvés aussi qui se présentent dans le transport de personnes. Et bien sûr, la sécurité des usagers et la lutte contre la fraude. Et un sujet supplémentaire aussi dans le secteur du transport de personnes, c'est que les transporteurs sont en fait souvent, entre guillemets, des sous-traitants, des autorités en charge d'organiser le transport, qu'on appelle aujourd'hui les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité, et avant les AOT, donc organisatrices du transport. Et voilà, donc il faut remplir tous ces objectifs, et pour les remplir, on retrouve toute une liste d'outils. Alors bien sûr, je ne les ai pas tous listés, on est dans des grandes catégories, mais on va retrouver tout ce qui est système SAE ou SAEIV, donc système d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs, et qui fait de la géolocalisation. Donc, c'est grâce à ce système qu'on sait en temps réel où se trouve le bus, quel sera le prochain arrêt, dans combien de temps il arrivera. Il y a tout ce qui est outils de maintenance guidés et aidés par l'informatique. Ensuite, je pense que maintenance, chronotachygraphe, on risque de trouver des similitudes dans le transport de manière générale. Il y a tout ce qui est dispositif de type EAD, donc éthylotest antidémarreur, qui va aussi collecter de la donnée, pour le coup sur le taux d'alcoolémie du conducteur, pour le permettre ou pas de démarrer. On a tout ce qui est système de billettique, les applications mobiles pour les usagers, les applications pour les objets trouvés. Et ensuite, pour la partie plus sécurité, on peut retrouver des boutons de détresse que peut activer le conducteur, qui peut être lié à la vidéo embarquée à bord du véhicule. Il peut y avoir des dashcams aussi mobiles sur les contrôleurs. Il y a tout ce qui est contrôle de la fraude.
Alors là, chaque organisme va s'organiser. Parfois, on est encore avec des process papier. Parfois, on bascule sur des applications mobiles. Et il y a aussi le sujet un peu brûlant du moment, qui sont les dashcam véhicules qui filment potentiellement l'espace public. Je pense que je ferai un petit aparté là-dessus tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, dans le transport de personnes, on retrouve régulièrement ce type d'outils. Alors par contre, après, chaque organisme s'organise un peu à sa manière. Parfois, ça va être des outils disparates, parfois ils sont unifiés, parfois ils sont liés les uns aux autres avec des développements spécifiques. Mais voilà, on va dire que les grandes thématiques qui ont des impacts en termes de protection des données, on les a à peu près listées ici. En tout cas, dans le transport de personnes. Voilà. Et toi, Fabien, du coup, on retrouve des similarités, je pense. Il y a pas mal de choses similaires, en fait. Hein. Si tu mets ma partie, tu verras, il y a une partie qu'on va retrouver quand même beaucoup en ce qui concerne justement l'organisation et la réalisation des livraisons, la partie logistique, livraison, etc. La gestion du personnel, évidemment, c'est vraiment les choses qu'on va retrouver en commun avec le transport des personnes, d'organiser le planning des chauffeurs, etc., etc. Et après, on va avoir des choses un petit peu plus spécifiques au domaine de la livraison, au domaine du transport de marchandises. Ça va être justement d'organiser cette logistique, d'aller chercher telle ou telle matière pour la livrer à un autre point. Donc, ça veut dire qu'il faut planifier tous ces trajets, qu'il faut peut-être les anticiper en fonction de certains événements. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent intervenir. D'assurer la sécurité des conducteurs, comme pour les transports de personnes. Alors, peut-être d'une manière un peu moindre que dans le transport des personnes, qui sont peut-être plus exposées aux agressions, par exemple. Mais dans le transport des marchandises, il y a des braquages aussi qui arrivent. Donc, il faut quand même essayer de trouver des solutions pour éviter ce genre de choses, ou du moins les limiter. Voilà, le soutien opérationnel, la maintenance, tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve aussi dans le domaine du transport. Ensuite, ce qu'il y a peut-être de différent, effectivement, dans le domaine du transport de marchandises, c'est d'assurer, en fait, une qualité de la livraison, c'est-à-dire de faire en sorte que la livraison soit le plus optimale possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation avec une relation client, tout simplement, qui va se faire au travers d'un CRM. Donc, je pense que tu peux me mettre tous les outils en bas parce qu'on va les retrouver au fur et à mesure. Et effectivement, tout ce qui est optimisation des trajets aussi, c'est-à-dire que l'optimisation des trajets peut être en temps réel, de manière un petit peu plus interactive qu'un transport de personnes qui est toujours le même trajet au final. C'est-à-dire que pour que la livraison soit optimale, peut-être que le chauffeur a besoin d'être outillé pour ça, d'avoir des applications, d'avoir des informations en temps réel, peut-être au travers de plateformes de logistique qui seront aussi en temps réel, les informations répercutées à l'intérieur de la cabine du chauffeur. Donc tout ça, ce sont des outils qui sont à leur disposition. Donc ça veut dire que derrière, il y a de l'optimisation, il y a peut-être l'utilisation d'intelligence artificielle, enfin ce genre de choses. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Et puis, ce qui est un petit peu différent aussi par rapport au transport des personnes, c'est effectivement la partie analyse. C'est-à-dire sur certains trajets, certaines livraisons, etc., on va peut-être essayer de mesurer en fait la qualité de la livraison, peut-être de mesurer la performance aussi, pas forcément toujours la performance du chauffeur lui-même, bien entendu, quoique parfois certains transporteurs mesurent également la performance des livraisons au travers de la performance du chauffeur. Donc ça, c'est un vrai sujet de données personnelles, par exemple, notamment si on doit évaluer le chauffeur sur ce critère-là, par exemple. Voilà, donc tout ça, ce sont des sujets qui sont assez présents dans le transport et la logistique, de mesurer de manière générale comment s'est passée la livraison et puis d'exploiter tout ça pour faire mieux ensuite. Voilà, donc, grosso modo, c'est un petit peu ça. Il y a pas mal de points communs, évidemment, parce que ce sont des gros engins à conduire, donc il y a forcément une logistique derrière qui est particulière. Donc, voilà, donc c'est ce que je voulais dire là-dessus. Tu as peut-être un point supplémentaire à ajouter? Non, j'allais juste te dire que cette mesure et cette analyse de la performance, on la retrouve aussi de plus en plus dans le secteur des transports. Parce que là, on n'optimise pas un trajet, mais il faut, enfin, voilà, en tout cas, les autorités, les collectivités territoriales demandent de plus en plus d'informations sur le bon déroulé des opérations de transport, des statistiques sur les retards, sur l'arrivée à l'heure, sur le respect des temps de trajet. Voilà. Donc, on n'est pas sur la même chose puisqu'effectivement le trajet est fixe, mais il y a aussi un besoin d'avoir de l'info, d'analyse
du bon déroulé des opérations. La fréquentation des lignes, par exemple, s'il y a beaucoup de monde, s'il n'y a pas assez de monde, ça peut remettre en question, effectivement, comme tu dis, l'existence même d'une ligne, parfois. S'il n'y a pas assez de passagers, ce n'est pas la peine de garder la ligne. Donc voilà, ça c'est notre constat un peu en tant que DPO. Alors on n'est pas du métier opérationnel du transport, mais pour le coup on est amené à le côtoyer assez souvent. Est-ce que je m'adresse au public peut-être? Est-ce que ça colle un petit peu avec la vision peut-être plus opérationnelle que vous avez? Oui, tout à fait, c'est vraiment ça, quoi. Donc je pense qu'on peut voir maintenant un petit peu peut-être les sujets d'attention qu'on peut avoir là-dessus, c'est ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels le RGPD, par exemple, la protection des données personnelles va intervenir. Donc, je pense qu'il y a plusieurs points d'attention là-dessus. Toi, par exemple, tout à l'heure, tu évoquais l'utilisation des dashcams, hein, par exemple. Je pense savoir, tu m'avais raconté une fois que tu avais dû appeler la CNIL, en fait, pour avoir un petit peu d'informations sur ce sujet-là. Donc, ça, on peut commencer peut-être par ça, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. La dashcam, on ne la retrouve pas trop dans le transport des marchandises, mais plutôt dans le transport des personnes. Donc, qu'est-ce que tu as raconté la CNIL sur ce... Qu'est-ce que tu avais à lui demander d'abord? C'est vrai que sur ces 2 derniers mois, j'ai eu 2 sujets sur les dashcams. Et quand je dis dashcam, donc ce sont ces caméras qui filment en fait non pas l'intérieur du véhicule, mais l'avant du véhicule et là où il roule. Donc il faut savoir qu'il y a une loi qui est de 2021 qui est sortie sur le sujet et qui prévoit la possibilité de mettre des dashcams, mais à titre expérimental et uniquement pour le transport ferroviaire. Voilà. Donc, il y a des conditions, il y a des procédures à mettre en place pour pouvoir le faire dans le secteur ferroviaire. Et du coup, il faut respecter cette loi, mais du coup, la porte est ouverte. Complètement. Donc, le problème, c'est quand on n'est pas dans le secteur ferroviaire. Donc, quand on dit secteur ferroviaire, ça peut inclure le tramway. Mais quand on n'est pas dans le secteur ferroviaire, et il y a quand même beaucoup de transports de personnes qui ne sont pas sur des rails, dont la question se pose de savoir est-ce qu'on peut le faire ou pas. Et c'est pour ça que j'ai eu la CNIL plusieurs fois au téléphone à ce sujet. Donc, pour le coup, on ne peut pas appliquer cette loi. Donc, on l'écarte. Et qu'est-ce qui s'ouvre à nous? C'est quand le droit spécifique ne s'applique pas, c'est le droit un peu plus général. Donc, c'est RGPD, loi informatique et liberté. Et on doit appliquer les principes de base pour savoir si on peut le faire ou pas. Et typiquement, la CNIL n'apporte pas de réponse directe, mais elle oriente quand même vachement. Donc, ça fait partie des cas où il faut faire une analyse d'impact au préalable pour savoir si on pourra mettre en place ce dispositif ou pas. Et je le fais un peu synthétique parce que sinon on pourrait y passer aussi pas mal de temps. Mais en synthèse, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est vachement déconseillé à aujourd'hui de mettre en place des dashcams sur des véhicules de transport de personnes qui ne sont pas ferroviaires parce que du coup, ça va filmer la voie publique. Et là aussi, il peut y avoir le code de la sécurité intérieure qui s'applique, mais on n'arrive jamais à l'appliquer bien clairement à la situation. Et ça sous-entendrait qu'il faudrait être en mesure de pouvoir tenir compte au préalable et de façon gratuite des demandes d'opposition des personnes. Monsieur Dupont, qui habite à Lyon et qui ne veut pas être filmé par ses dashcams lorsqu'il se balade dans la rue. Mais il faudrait être en mesure de pouvoir respecter ces droits à l'opposition, ce qui est techniquement très compliqué à mettre en place. La dashcam, elle filme et on ne peut pas extraire ou flouter au préalable une personne et en le reconnaissant automatiquement. Donc voilà, je le fais un peu synthétique. Je n'irai pas plus dans le détail, mais c'est pour dire qu'à aujourd'hui, c'est très déconseillé par la CNIL de rentrer dans ce genre de système si on n'est pas dans le ferroviaire. Alors, sachant que les choses devraient bouger potentiellement à l'avenir, d'ici septembre, il y aura peut-être, je ne suis pas au sein de la CNIL, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont sortir, mais j'ai cru comprendre qu'à la rentrée, on devrait avoir un peu une clarification en fait, de la position de la CNIL sur ce sujet-là. Donc voilà, attendons un petit peu, soyons un peu patients sur ce sujet des dashcams et ça devrait s'éclaircir à la rentrée. On saura si peut-être on peut ou peut-être que toujours on ne peut pas. Voilà, c'est un petit peu le point sur les dashcams. C'est vrai que sur le sujet dashcam, en fait, dans le transport des marchandises, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, c'est plutôt dans une utilisation qu'on peut voir aujourd'hui sur des aspects sécurité en fait. Les aspects environnementaux, parce qu'on a parfois des systèmes de caméras à 360 pour
pour savoir où se trouve justement peut-être le chauffeur, pour optimiser, pour les raisons d'optimisation que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà. C'est plus un volume, un sujet sécurité en fait, pour le transport des marchandises. Donc c'est un petit peu différent. Donc là, on a cité un outil, la dashcam, mais tout à l'heure, là précédemment, on a cité un paquet d'outils, Jean-François. Et ça, c'est vraiment un gros point d'attention en ce qui nous concerne en tant que DPO. Sur le sujet RGPD, c'est de bien choisir en fait les outils, de bien choisir surtout les prestataires qui sont derrière. Les prestataires qui sont derrière, en fait, devez, vous, en tant qu'entreprise, faire en sorte de bien les choisir sur quels critères, sur les critères de sécurité, par exemple. Et pour ça, il y a les contrats, Jean-François, pour essayer de cadrer tout ça. Parce que c'est vrai que le contrat, c'est toujours l'aspect juridique. On ne va pas s'étendre trop là-dessus, Jean-François, mais c'est vrai que le contrat, tu es d'accord avec moi, c'est quand même un sujet hyper important dans les sous-traitants. Oui, et souvent d'ailleurs, on va être dans soit dans des appels d'offres, soit enfin, voilà, ce sont souvent des outils qui se mettent pas en place du jour au lendemain. Donc, c'est là où c'est hyper important de joindre le DPO à la discussion, parce qu'il va apporter son éclairage. Et effectivement, en termes de contrat, il y a des attendus assez précis de la part de la CNIL, mais du fait de la réglementation. Donc, il y a, on va dire, la partie commerciale et technique du contrat, et il doit y avoir aussi une partie protection des données qui parfois est intégrée, parfois c'est une annexe, mais qui doit bien décrire voilà, le type de données qui sont prévues, le type de mesures de sécurité, les engagements du sous-traitant. Est-ce qu'il va aider à faire des analyses d'impact? Est-ce qu'il aide à informer les personnes? Est-ce que, voilà, vraiment aborder tout le sujet du RGPD, disons-le le plus simplement possible. Mais voilà, tout ça doit être bien cadré dans le contrat, soit au sein du contrat, soit dans une annexe, mais en tout cas, ça doit être prévu quelque part. Et voilà, donc à la fois sur la partie juridique et aussi technique, c'est vraiment important d'aller un petit peu embêter le sous-traitant au préalable pour savoir qu'est-ce qu'il a prévu comme mesure de sécurité. On n'a pas toujours besoin d'aller dans l'hyper détail technique des mesures, mais au moins savoir quel type de mesures sont prévues. Est-ce qu'il y a de la sauvegarde? Est-ce qu'il y a du chiffrement? Voilà, il y a des grandes mesures quand même dont il est important d'avoir un retour de la part du sous-traitant. C'est aussi un gage de qualité du produit ou du service souscrit. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, les contrats, on se rend compte qu'ils sont utiles quand il y a un problème, en fait. Donc, que ce soit les CGV, les CGU ou des contrats, honnêtement, si je vous pose la question à tous ceux qui nous écoutent, qui c'est qui lit les CGV, qui lit les CGU? Donc, en fait, c'est vous, en tant qu'entreprise, lorsque vous faites appel à un outil, à un éditeur, il faut être hyper vigilant sur ce point-là, parce que, comme l'a dit Jean-François, quand il y a un problème de type violation de sécurité du côté du sous-traitant, quelle est sa responsabilité vis-à-vis de vous, quoi, est-ce qu'il va vous aider à régler le problème? Est-ce qu'il va vous aider à faire une notification auprès de la CNIL? Est-ce qu'il va vous aider peut-être à communiquer auprès des personnes qui sont concernées, par exemple? Donc ça, ce sont des points vraiment d'attention. Les contrats, les sous-traitants, c'est vraiment un sujet un peu chaud quand même, même si lire un contrat, Et c'est d'autant plus important que si c'est le sous-traitant qui gère pour vous du coup des données, puisqu'il les collecte, il les stocke, il les héberge sur son logiciel, si jamais effectivement il y a un problème de sécurité, en termes de responsabilité, c'est pour vous, en direct, j'entends. C'est chez vous que la CNIL va venir toquer si jamais il y a ce type de problème. Et vous ne pouvez pas vous réfugier en disant « mais ce n'est pas moi, c'est le sous-traitant ». Ce sont les données que vous lui avez confiées. Donc, c'est de votre responsabilité. Bon, après ça devient du droit des contrats. Donc, vous prenez la responsabilité en frontal et vous pourrez vous retourner contre le sous-traitant dans la mesure où les choses sont bien écrites dans le contrat, encore une fois. Mais voilà, d'où l'intérêt, vraiment, quand il y a des sous-traitants, des éditeurs de logiciels, des hébergeurs, voilà, dès qu'il va y avoir beaucoup de données confiées aux sous-traitants, c'est vraiment un point majeur de devoir bien cadrer ça dans le contrat. C'est vraiment une nouveauté du RGPD, ça. Parce qu'avant le RGPD, c'est toujours la faute du sous-traitant. C'est pas nouveau. C'était la patate chaude, c'était la faute du sous-traitant quand il y avait un problème. Mais aujourd'hui, avec le RGPD, cette histoire de responsabilisation, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment devenu important pour l'entreprise qui choisit un sous-traitant de bien le choisir. Voilà. Donc ça, c'est super important d'appuyer là-dessus, Jean-François, parce que c'est vrai que les outils, les éditeurs, il y en a de plus en plus, que ce soit pour la billettique, pour l'optimisation des transports, enfin tout ce que vous voulez. Il y a plein d'acteurs qui interviennent, des CRM, des ERP, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même, il faut être super vigilant là-dessus. Voilà. Alors, tant qu'on parle de contrat, il y a quelque chose qui me vient en tête aussi. Alors là, c'est non pas lorsqu'on va rechercher un sous-traitant. Je pense à
une société un transporteur, hein, mais c'est lorsque le transporteur agit pour le compte d'une collectivité territoriale, il est en fait lui-même un petit peu, il réalise le transport pour le compte de la collectivité territoriale. Oui. Et là, parfois, on peut éprouver quelques difficultés, notamment dans les appels d'offres, parce que ces collectivités territoriales sont parfois un petit peu réticentes à déterminer précisément quel est leur rôle, leur qualification juridique au sens du RGPD. D'un point de vue technique, opérationnel, en général, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on rentre dans les notions de responsable de traitement, de destinataire, de responsable conjoint, de sous-traitant au sens du RGPD, voilà, il y a parfois des petites difficultés. Du coup, voilà, mon conseil, pratique mais juridique, c'est OK, on tient compte du fait qu'il y a peut-être quelques réticences. Du coup, il faut quand même l'encadrer juridiquement. Donc, on s'attache à décrire très précisément la répartition des rôles entre le transporteur, la collectivité territoriale. On peut faire le parallèle dans d'autres situations, hein, mais voilà, décrire bien précisément qui est en charge d'informer les personnes, qui est en charge de recueillir le consentement si c'est un cas où il y a besoin du consentement, qui notifie à l'autre, dans combien de temps en cas d'incident de sécurité. Voilà, vraiment cadrer tout le sujet sans forcément faire un gros focus sur la qualification des parties, mais au moins que le fond soit bien cadré. Après, ce sera dans la négociation avec la collectivité territoriale qu'on définira si on est plutôt dans une relation de responsable de traitement à sous-traitant ou dans une relation de responsable conjoint avec des rôles délimités, voire même dans une relation d'un transporteur responsable de traitement s'il a vraiment une grande latitude dans ses choix et dans ses décisions. Et dans ce cas-là, la collectivité territoriale, dans certains cas, pourrait potentiellement être considérée comme destinataire. Voilà. J'ai envie de dire, ce n'est pas très grave si cette qualification-là, elle est pas à 100% correcte. L'important, c'est que le fond du contrat, par contre, lui, soit béton. Alors, pourquoi ce n'est pas très grave, en fait, cette histoire de qualification? C'est parce qu'en cas de problème, ça finit au tribunal et le juge va pouvoir revoir la qualification des parties. C'est un petit peu comme les problématiques avec Uber qu'il y a eu à l'époque. C'était des contrats de prestation de services avec des auto-entrepreneurs. Le juge a parfois requalifié ça en contrat de travail. On pourrait retrouver la similitude là, dans les contrats RGPD, d'où l'intérêt de bien cadrer le fond. Et ma foi, si la qualification des parties pose problème, c'est moins grave si le fond, par contre, est bien cadré, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est vraiment notre rôle à nous, en tant que DPO, hein, justement, de fournir le bon conseil, effectivement, parce que c'est, comme tu le dis, c'est pas un sujet facile, hein, donc le DPO, c'est un de ses rôles, hein, de bien conseiller, d'aider ses clients, ses entreprises dans les bons choix, dans les bonnes décisions, c'est de l'aider à avoir des grilles de sélection de sous-traitants, par exemple, un exemple parmi d'autres, hein. Donc, effectivement, le rôle du DPO est super important dans l'histoire. Voilà. Donc, je pense que c'est important de bien appuyer sur l'histoire des contrats, Jean-François. Je pense que c'est un vrai sujet, en fait, hein. Parce qu'après, on a un sujet qui est pas mal aussi, que tu l'as évoqué rapidement, là, c'est les analyses d'impact sur la vie privée. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu complexe aussi. On ne va pas rentrer dans le détail technique là-dessus, hein. Si tu mets la diapo suivante, hein, sur le sujet. Donc, il y a bien cette diapo, hein, je crois me souvenir. Oui, mais parce que c'est vrai voilà. Ouais, ouf. Ouais, donc, les analyses d'impact sur la vie privée, donc c'est un sujet un peu technique, un peu complexe, hein. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est très rapidement, Jean-François, parce que tu aimes bien parler, mais Oui. Le temps nous est compté quand même. Tout à l'heure, on a rappelé les grands principes du RGPD, donc c'est des bonnes pratiques, de la documentation et de gouvernance. Et justement, parmi la documentation, il faut faire le registre des activités de traitement. Donc, c'est une sorte de gros classeur avec une fiche par activité. Et parfois, une de ces activités présente un risque spécifique. Voilà. C'est plus risqué de mettre en place de la vidéoprotection embarquée à bord d'un bus plutôt que le tableau de suivi de la formation du personnel. Bon. Lorsqu'une activité présente ce risque spécifique, on ne peut pas la lancer comme ça. Il faut au préalable réaliser une analyse d'impact. Alors, l'analyse d'impact, c'est quoi? C'est cette étude détaillée de la conformité RGPD de cet outil, de ce nouvel outil, de ce nouveau projet. Et donc, dans l'analyse d'impact, on va aller étudier que toute la partie juridique du RGPD est vraiment OK,
les finalités, le type de données, est-ce qu'il faut le consentement, est-ce qu'il est demandé, est-ce que les personnes sont informées, enfin voilà, tout un tas de mesures plus juridiques, je vais dire. Et ensuite, c'est une étude de la partie sécurité. Quelles sont les mesures de sécurité en place? Okay. Et ensuite, quels sont les risques qui pèsent sur les données? Alors, il y a le risque de divulgation, enfin d'accès non autorisé, le risque de modification des données ou le risque de disparition. Enfin, voilà, pour chaque risque, on va aller analyser si les mesures de sécurité en place ou prévues permettent de le couvrir de façon adéquate. Si c'est le cas, tant mieux. On valide l'analyse d'impact et on peut mettre en place l'outil. Si ce n'est pas le cas, il faut se creuser la tête et il faut réfléchir et se dire bon, comment on pourrait améliorer les mesures de sécurité pour faire en sorte que le niveau soit adapté compte tenu du risque. Voilà, c'est le but de l'analyse d'impact. Ouais. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on arrive au bon résultat, qu'on peut mettre en place l'outil. Voilà. C'est une méthodologie qui est quand même assez compliquée. Hein. C'est pour ça que souvent le DPO joue un rôle important sur ce truc-là, parce que c'est pas simple, hein, en fait, parce qu'il y a tous les aspects juridiques, effectivement, les aspects techniques, essayer de voir l'impact, justement, par exemple, d'une violation de données sur la personne, parce que l'analyse d'impact, c'est sur la vie privée. Hein. C'est pas une analyse d'impact sur la sécurité ou sur. Oui, c'est pas EBIOS. Voilà, c'est ça. C'est vraiment sur l'impact sur les personnes. Quel va être l'impact qu'une information me concernant, par exemple, est divulguée dans la nature? Voilà. Il peut y avoir plein de conséquences. Il peut y avoir des conséquences morales, je vais être contrarié. Il peut y avoir des conséquences matérielles, je vais perdre de l'argent. Enfin, ce genre de choses, par exemple. Hein. C'est des choses qui se mesurent. Des conséquences judiciaires aussi. Hein. On peut imaginer par exemple, vidéosurveillance, piratage du système de vidéosurveillance, disparition des bandes, elles ont été chiffrées, supprimées. C'est la perte de chance pour une personne de pouvoir gagner en justice si elle avait un procès qui s'appuyait sur les bandes. Il n'y a plus de bandes. Vous voyez donc voilà, ce n'est pas que du technique, c'est aussi des conséquences sur la vie de la personne et sur, à la fois sur sa vie privée, sur sa santé, sur ses droits en justice, voilà, sur tout un tas de sujets. C'est ça. Et donc, dans le domaine du transport, que ce soit dans le transport des personnes, dans le transport des marchandises, il y a un certain nombre d'analyses d'impact qui sont obligatoires, en fait. Hein, c'est dans un document de la CNIL hein, qui liste les cas où l'analyse d'impact est obligatoire. Et parmi ces obligations, il y en a une qui va concerner à la fois le transport des marchandises et le transport des personnes. C'est cette espèce de boîte noire hein, qui se trouve dans les véhicules, hein, qu'on appelle un chronotachygraphe, en fait, hein, qui va mesurer en fait, tout ce qui est fait dans le véhicule. Et pour ce sujet-là, par exemple, l'analyse d'impact est requise. D'accord ? Ça, c'est quand même une obligation qui doit être faite. Donc, il y a beaucoup de transporteurs qui ne le font pas forcément. Hein, donc, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Mais il y a d'autres cas, hein, Jean-François, j'imagine, parce que dans le transport des personnes, il y a des histoires de billettique, des choses comme ça, j'imagine. C'est exactement ça. Effectivement, quand est-ce qu'on doit faire une analyse d'impact? C'est soit la situation apparaît sur la liste de la CNIL pour lesquelles il n'y a pas le choix, il faut faire une analyse d'impact. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas la question. C'est listé, donc il faut le faire. Donc, c'est le cas des chronotachygraphes, comme tu l'as dit. C'est le cas du système billettique, comme tu l'as dit aussi, voilà, de façon générale. Et ensuite, pour les autres cas, on ne se base pas forcément sur la liste de la CNIL, mais sur des critères. Parce qu'au-delà de la liste, il peut y avoir des critères d'analyse. Et donc, globalement, il y a 9 critères. Hein. Et l'idée, c'est si on en remplit 2, il faut faire une analyse d'impact. Voilà, ça peut être une surveillance systématique des personnes, c'est un des critères, des personnes vulnérables, ça en est un autre, un usage innovant, enfin, on ne va pas tous les lister, mais voilà. Et si on remplit 2 des critères pour un dispositif, eh bien, il faut faire une analyse d'impact avant de mettre en œuvre ce dispositif. Et donc là, bien évidemment, tout ce qui est vidéoprotection embarquée, géolocalisation, voilà, tous ces systèmes qui suivent un petit peu les personnes, hein, qu'il s'agisse des conducteurs ou des usagers, et bien souvent, on va se retrouver face à la nécessité de devoir réaliser une analyse d'impact avant de lâcher les datas, quoi. Voilà. Et puis dans le domaine du transport de la marchandise et peut-être dans le domaine du transport des personnes aussi, hein, il y a des outils hein, dont on a parlé tout à l'heure qui vont utiliser des algorithmes, peut-être de l'intelligence artificielle pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça, d'optimiser le métier, d'optimiser le secteur, on en reparlera un petit peu après. Et l'utilisation d'une intelligence artificielle, par exemple, hein, s'il y a du profiling de personnes qui est fait derrière, par exemple, des mesures de performance ou des chauffeurs, enfin que sais-je, pour y mettre une note sur le truc. Ça peut nécessiter, par exemple, si ça remplit bien d'autres critères, une analyse d'impact sur la vie privée, par exemple.
Il y a des sujets comme ça périphériques qu'on n'identifie pas forcément au départ. Il y a la liste de la CNIL qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Mais dans d'autres cas, comme l'a dit Jean-François, il y a des critères. Et après, c'est la libre appréciation aussi du DPO et aussi de l'entreprise. C'est parfois une discussion. L'entreprise peut se dire non, je ne vais pas la faire, la liste d'impact, même si le DPO le recommande. Voilà, donc on va essayer de forcer un peu la main quand même. On va essayer de dire oui, mais ok, tu ne veux pas le faire, mais c'est quand même important de le faire. Voilà. Donc c'est aussi le rôle du DPO d'être conseil là-dessus. Si ce n'est pas obligatoire, bon. Il faut aussi pousser dans le sens de l'intérêt de l'entreprise elle-même. Parce que si vous ne faites pas ce genre d'analyse, vous pouvez être sanctionné pour ça aussi. Donc, voilà, c'est peut-être faire super attention. Oui, et je vois un commentaire de Elvire qui dit que la CNIL semble donc être le point de référence pour bâtir sa stratégie sécurité. Alors oui, puisque en fait, bon, la CNIL, c'est l'autorité de contrôle, on ne l'a peut-être pas dit, on aurait peut-être dû le dire, mais ça nous paraît tellement évident. Donc c'est l'autorité de contrôle qui est en charge de gérer ce sujet de la protection des données. Et comme vous l'avez vu, c'est parmi les bonnes pratiques de la protection des données au sens large, parmi ces bonnes pratiques, il y a la sécurité informatique. Voilà, donc d'un point de vue juriste DPO, la sécurité est une des briques de la protection des données. Après, bien évidemment, si on prend le penchant côté cybersécurité, on est d'accord, c'est un métier à part. Mais voilà, il y a des vraies grandes interactions entre les deux. Et effectivement, sur le site de la CNIL, vous allez trouver un grand nombre d'outils pour vous aider à avancer dans une démarche RGPD, à faire une analyse d'impact. Voilà. Oui. Après, parfois besoin d'aide de professionnels, mais oui, effectivement, c'est le rôle de la CNIL, ce n'est pas que de sanctionner, c'est aussi de conseiller les professionnels. Tout à fait. Et c'est vraiment son rôle, c'est un rôle pédagogique aussi, effectivement. Et en tant que DPO, on interagit avec la CNIL. Sur des sujets, si on prend l'exemple, puisqu'on est dessus, des analyses d'impact sur la vie privée, comme l'a dit Jean-François, il y a plein d'étapes pour y parvenir. Ici, on n'arrive pas, par exemple, à mettre en place suffisamment de mesures de sécurité pour parvenir justement à diminuer le niveau de risque. On peut appeler la CNIL pour lui demander conseil, par exemple, lui demander son avis. Voilà, on a fait une analyse d'impact sur la vie privée, on se rend compte qu'on ne sait pas comment faire pour baisser le risque. Et donc là, on demande à la CNIL. Donc, ils sont là aussi pour aider. Effectivement, ce n'est pas juste une autorité de contrôle qui va balancer des amendes à droite à gauche. C'est vraiment ça, la CNIL. Et tout ce qu'on raconte là aujourd'hui, c'est des choses que la CNIL raconte aussi. Il y a plein de guides sur le site de la CNIL. Donc, moi, je vous invite, moi, je dis toujours à mes clients ou les personnes que je rencontre d'aller voir sur le site de la CNIL. C'est d'une richesse inouïe. Vous avez le site de la CNIL pour les particuliers et le site de la CNIL pour les professionnels. Donc, vous avez vraiment les informations des deux côtés. C'est vraiment super. Il faut vraiment y aller parce que c'est vraiment une source. Il faut prendre le temps de bien décortiquer le site. Parce qu'il est riche. Il est un peu fouillis, c'est vrai. Il y a un moteur de recherche qui n'est pas hyper performant, mais il marche quand même. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut demander. C'est pour ça quand même que des gens comme nous, les DPO, c'est notre métier. On est là aussi pour aider à interpréter. Parce que le RGPD, si vous avez eu la chance de le lire, il n'est pas si long que ça, en fait. Quand on le regarde, mais ça laisse la porte ouverte quand même à pas mal de discussions, pas mal d'échanges. Tout n'est pas écrit noir sur blanc, c'est pas un cahier des charges, le RGPD. D'ailleurs, RGPD, c'est bien le règlement général sur la protection des données. Donc, c'est le socle, c'est les grands principes. C'est ça, après, ça donne la trajectoire. Le lien entre le général et l'application concrète, voilà, il peut y avoir de l'interprétation à faire. C'est ça, ça donne vraiment une trajectoire à suivre. Voilà, au niveau européen, voilà, on vous dit qu'il faut faire ci, ça, mais pas de manière précise. Ce n'est pas une réglementation comme l'élevage des poules où on vous dit qu'il faut X centimètres carrés autour de la poule. Enfin, c'est pas une norme en tout cas. Oui, voilà, c'est exactement ça. Parce que souvent, on entend la loi RGPD, la RGPD, enfin bon, j'en profite, parce que ça m'agace. Okay. On passe à la suite, peut-être, Jean-François. Oui. Voilà, en fait, on vous a fait un petit peu un panorama de l'existant et de l'impact en termes de protection des données avec quelques petits conseils dans le temps qui nous était imparti, même s'il file très, très vite. Et on s'est dit, pourquoi pas aussi, alors on n'est pas des devins, mais pourquoi pas essayer de faire un petit peu de prospective et de voir, compte tenu du contexte actuel et qu'on voit comment les choses évoluent, quels pourraient être les usages futurs dans le transport, qu'il s'agisse des marchandises ou des personnes. Voilà. Dans le domaine des personnes, justement, qu'est-ce que tu vois, toi, de par ton expérience, justement, quels sont les sujets, en fait, que tes clients, peut-être, évoquent déjà, peut-être, ils ont peut-être des idées, peut-être qu'il y a déjà des sujets d'attention, peut-être.
pour moi, c'est à la fois l'évolution naturelle des outils actuels et des besoins actuels en fonction de ce que peut permettre la technologie, et c'est aussi s'adapter aux usages de demain. Voilà, il peut y avoir deux choses. Alors j'ai dit intégrer les exigences de la mobilité de demain. Si on est dans une logique de réduction des gaz à effet de serre, donc de baisse de la présence des véhicules individuels dans les villes, hein, on le voit dans les grandes agglomérations avec critères. Enfin, je pense que ce n'est pas des mesures qui vont réduire, et bien au contraire. La conséquence directe, c'est que les gens ont quand même besoin de pouvoir se déplacer d'un point à l'autre, et donc transport public. Mais si vraiment on industrialise encore plus cela, ça veut dire qu'il faut augmenter le volume aussi, hein. Il faut gérer la multimodalité, il faut gérer des parcs de véhicules de transport public plus importants, et ça va nécessiter donc des outils de plus en plus performants pour pouvoir faire tout ça. Et donc déjà, ce n'est pas neutre. Rien que gérer la multimodalité, c'est un enjeu en soi, hein. À partir d'une simple application mobile pour un usager, pouvoir prendre son bus, savoir qu'il y aura une trottinette électrique à tel endroit. C'est déjà des choses qui sont un petit peu en place, mais qui, à mon sens, vont continuer à se développer. Intégrer l'évolution des véhicules aussi, hein, d'un point de vue technologique. On sait qu'en 2035, plus de vente de véhicules thermiques, donc véhicules électriques, véhicules à hydrogène, on verra ce qu'il y aura d'ici là. Mais il faut aussi gérer ce parc. Ce n'est pas la même gestion de gérer un parc de véhicules électriques que de gérer un parc de véhicules thermiques, hein, en termes de carburant, puisqu'on ne fait pas le plein avec la même durée. Donc voilà, ça va nécessiter aussi des outils qui vont évoluer sur cette thématique-là. Tout ce qui est conduite autonome. Alors ça, je pense que c'est des thématiques qui sont communes aux marchandises et au transport de personnes, mais voilà, avec la conduite autonome, est-ce qu'on n'aura plus de conducteur, pardon, ou est-ce qu'on aura un conducteur qui supervise le véhicule, ou est-ce que ce sera plutôt le véhicule qui supervisera le conducteur? Voilà, il y a des vrais enjeux déjà techniques, mais aussi en termes de protection des données, d'éthique, voilà, il y a tout plein de questions qui se posent. Tout ce qui est aussi lié le véhicule à la ville, donc toutes les applications de Smart City, avec les gestions de trafic, les détournements de trafic en cas de bouchons. Voilà, il y a tout un tas de sujets, je pense, qui vont continuer soit à évoluer, soit à arriver, et continuer à faire face. Alors, j'ai mis aux nouveaux risques, mais en fait, c'est des risques à peu près actuels, mais on a vu avec la crise sanitaire, hein, il y a eu des tentatives de mise en place de caméras qui mesurent la température corporelle. On sait que des pandémies, on devrait en rencontrer d'autres dans les dizaines d'années à venir. Voilà, donc comment est-ce qu'on y fait face dans une ville où justement la voiture individuelle n'est en bien moindre importance, donc du coup il y a beaucoup de monde dans les transports en public. Voilà, comment est-ce qu'on fait face à tout ça? Quels outils? Où est-ce qu'on met le curseur d'un point de vue éthique, d'un point de vue flicage de la population? Voilà, c'est plein de questions qui se posent, et continuer à lutter contre le terrorisme, hein. Les dernières lois qui sont sorties, enfin, ça fait quelques années qu'on a des lois là-dessus, mais ça devrait continuer à évoluer. Les lois en matière de sûreté aussi, qu'est-ce qu'on prend comme information sur les conducteurs? Il y a pas mal de réglementation là-dessus dans le secteur ferroviaire, justement. Est-ce que ça ne va pas venir déborder un petit peu sur le secteur des transports routiers? Voilà, donc plein de questions qui se posent sur tous ces défis et enjeux. Donc, on n'est pas à 50 ans, là, hein, on est à quelques années plus tard. Et je me trompe peut-être, ce n'est que ma réflexion du jour là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, des perspectives d'évolution. Et comment unifier les outils aussi, peut-être. Ça je ne l'ai pas écrit. Mais aujourd'hui, les outils sont assez parfois disparates. Il n'y a pas toujours des liens d'un outil à l'autre. Donc, la question de demain, c'est est-ce qu'on fait des outils uniformisés qui gèrent de plus en plus de thématiques ou pas? Enfin, voilà, c'est des questions qui peuvent se poser à l'avenir. Ouais, c'est vrai que c'est riche d'enseignement, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui ne sont pas toujours très simples, en effet. Ouais. Mais dans le domaine des transports oui, dans le transport de marchandises, on va retrouver un peu des choses un peu différentes. Évidemment, on va retrouver quelques points communs, bien entendu, mais par exemple, les exigences de demain, on commence à avoir des outils aujourd'hui qui apparaissent. Hein, certains sont adhérents à Digital 113 d'ailleurs. Hein, c'est d'essayer d'optimiser, en fait,
le parcours de la livraison pour réduire les coûts, pour améliorer la rentabilité, la mesure de la performance. Donc aujourd'hui, il y a des algorithmes qui vont analyser des trajets avant de le faire et après. Donc ça, c'est quand même des choses intéressantes. Pour l'environnement, ben, c'est pareil, hein, on peut aussi optimiser, pourquoi pas, une course, une livraison pour limiter l'impact sur l'environnement aussi, c'est-à-dire de choisir peut-être un itinéraire plus éloigné des habitations ou bien de faire des itinéraires plus courts. Enfin, il y a plein de façons de faire ça. La question du véhicule autonome, évidemment, ça c'est un sujet qui arrivera peut-être un petit peu plus vite dans le domaine peut-être du transport des marchandises, mais je me trompe peut-être, parce que ça veut dire qu'il faut quand même des infrastructures pour ça. Hein, je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit prêt à avoir des camions complètement autonomes sur l'autoroute. Hein. Déjà qu'avec un chauffeur dedans, ce n'est pas forcément rassurant. Donc peut-être en autonomie, ce n'est pas forcément très simple à gérer. Peut-être que ça arrivera plus vite dans les villes, hein, ceci dit, hein, peut-être des petites navettes autonomes, on en voit déjà, hein, ce genre de choses. Et puis l'aide à la décision aussi, hein, toujours c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle hein, sur les prises de décision en live, peut-être de changer une trajectoire, une livraison, parce qu'un client XY n'est pas là, par exemple, alors du coup, pouf, on va changer en temps réel, on va rediriger le transporteur vers le suivant, par exemple, ce genre de choses. Et puis évidemment, il y a toujours cette intégration de ces véhicules dans l'évolution Jean-François a évoqué les smart cities. Évidemment, les smart cities, aujourd'hui, il y a plein de sujets. Hein, il y a des objets connectés hein, qui sont autant de capteurs qui sont dans l'environnement des smart cities, et parfois même à l'intérieur des camions. Et il va falloir que ça interagisse tout ça. C'est quand même un super sujet. Hein, les objets connectés, la communication avec ces objets-là pour optimiser justement peut-être certaines choses. Par exemple, pour essayer de mettre en place des livraisons du dernier kilomètre, par exemple. C'est-à-dire que très vite, on va interdire les camions, les gros camions à l'intérieur des villes. On commence à avoir des restrictions qui apparaissent. Alors peut-être qu'il va y avoir d'autres systèmes de logistique qui vont apparaître. C'est-à-dire que les camions vont être en périphérie, puis il va y avoir, ça commence à arriver, hein, il va y avoir d'autres systèmes de livraison autonomes peut-être qui vont arriver directement, peut-être des drones aussi. Amazon a ce projet de livraison par drone, hein, je ne sais pas s'ils ont tendance à le faire peut-être dans certains coins. Voilà, donc autant d'enjeux finalement de technologie, de nouveaux outils aussi. Hein, des outils, on les a évoqués tout à l'heure, ce sont des points de vigilance aussi, hein, ces futurs outils, les objets connectés, les intelligences artificielles, etc., etc. Donc c'est vraiment des sujets vraiment excitants, hein, je pense, hein, pour les acteurs de ces filières. Il y a beaucoup de choses, hein, parce qu'on pense que le transport, c'est quelque chose d'assez simple, mais aujourd'hui, on voit bien que non, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, ils sont de plus en plus en train de s'outiller avec des super outils. Donc, c'est vraiment une filière d'avenir, quand même, hein, le transport des personnes. Voilà. Pour moi, c'est mon ressenti. Je pense que c'est quand même de très, très belles choses à faire encore en termes d'outils dans ce secteur-là. Si on a des éditeurs pardon, de solutions justement dans le public, si on pouvait trouver une solution pour que la destination de la livraison se modifie entre quand je suis chez moi ou quand je suis au travail pour ne pas avoir à bloquer des demi-journées, ce serait au top. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Bon, peut-être que les drones vont y arriver. Hein. C'est-à-dire le drone, il change de direction et puis vient te livrer au bureau ou des choses comme ça. Quoi. Alors, bon, si tu commandes une pizza, elle risque d'être trop froide par contre. C'est un peu... Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent arriver dans les années à venir. Ouais. Et nous aussi, je pense qu'on va avoir beaucoup de thématiques à gérer par rapport à ces nouvelles solutions. Voilà, bon, je pense que ces projections un petit peu sur le futur, ça peut être une forme de conclusion. Hein, Jean-François, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, je pense que peut-être que les gens qui nous écoutent, ils ont peut-être des questions, ils ont peut-être des remarques aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui posent des questions. Là, je vois une bulle qui apparaît en bas. Hop. Quels enjeux en termes de formation? Ben oui, les formations, si on prend le volet RGPD, hein, si on prend le volet cybersécurité, évidemment, il y a plein de sujets de formation des différents métiers qui sont dans la filière hein, sur le sujet.
pour les aspects cybersécurité, de sécuriser les données, de faire en sorte de correctement utiliser ces CRM, de faire en sorte de ne collecter que le strict nécessaire, par exemple. Bon, c'est un sujet du RGPD aussi, hein, ce genre de choses. Et puis de sensibiliser les salariés, de sensibiliser les chauffeurs, de sensibiliser les contrôleurs, etc., etc. Donc la formation… Et les développeurs et les développeurs, de évidemment. solutions, en fait. Exactement, le privacy by design, comme on l'appelle au RGPD, c'est de faire en sorte que les développeurs qui conçoivent ces différents outils prennent en compte le RGPD dès la conception. Vous n'êtes pas à le faire après pour rétro-pédaler, parce que ça a un coût de rétro-pédaler sur un développement de logiciel, donc il faut y penser avant. Donc ça fait partie des enjeux de la formation, de la sensibilisation y compris des opérationnels, y compris des dirigeants, hein, de cette filière. C'est-à-dire que si le dirigeant il est convaincu de l'utilité de former ses collaborateurs, ses chauffeurs sur les questions de sécurité, sur les questions de RGPD, c'est sûr que ça facilite le job du DPO après, hein, qui est là aussi pour orchestrer un peu tout ça, mais c'est un enjeu important, c'est un des piliers de la formation. Moi, typiquement, lorsqu'un de mes clients m'appelle et me dit, bon, on met en place de la vidéo distante, on va recevoir le signal, mais c'est un signal qui est codé avec un codec propriétaire. OK, il me dit, mais bon, on ne s'arrête pas là. Pour la transmission du signal, on a mis en place un signal chiffré. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de pousser l'info et qu'elle nous arrive, j'ai envie de dire, toute prête. Déjà, on est content. On se dit qu'on a bien fait passer le message. Et ouais, voilà, c'est vraiment arrivé à ça. Les développeurs ou les directeurs informatiques ou les équipes IT n'ont pas besoin d'être des experts du RGPD, mais ils ont besoin quand même d'avoir en tête les grands principes et les bonnes pratiques qui s'appliquent à eux. Voilà, que ce soit côté éditeur, côté équipe IT, c'est un ensemble en fait. On ne peut pas faire peser la sécurité sur un seul acteur. C'est chaque acteur qui doit prendre sa part là-dessus. Une question intéressante, là. Quels sont les métiers prioritaires justement en termes de formation spécifique pour la filière des transports? Est-ce que ça peut être traité de manière plus générale, etc., etc. Donc, effectivement, il y a plein de sujets. Moi, je pense que les métiers prioritaires, ça va peut-être être l'IT, peut-être, ça va être les ressources humaines aussi, hein, parce que souvent les acteurs de la filière ont de très nombreux salariés. Hein. Il y a des transporteurs qui ont des centaines de chauffeurs, y compris dans le transport des personnes. Donc ça, c'est des volets de formation spécifiques peut-être hein, aussi. Hein, donc il y en a certainement d'autres. Jean-François, tu as peut-être d'autres métiers en tête, le RH, le marketing peut-être, s'il y en a. Enfin… Alors, effectivement, donc c'est RH pour effectivement tout ce qui est respect du RGPD pour la gestion du personnel. Ça, c'est important parce que, comme tu disais, Fabien, il y a quand même pas mal de monde dans ces structures. C'est la partie IT pour la mise en place des outils. Voilà. Et après, la partie… Alors, chacun, du coup, dans le cadre d'une formation, on n'appuie évidemment pas sur les mêmes thématiques. Ouais. Mais, et après, il y a toute la partie, comme tu disais, commerciale, marketing, puisque on n'a pas trop appuyé dessus aujourd'hui, ce matin, mais il y a aussi toute l'information des personnes qui est hyper importante. Qu'est-ce qu'on met comme info, à quel moment, sur une application, sur un site Internet. C'est un aspect à ne pas négliger non plus. Ouais, donc, voilà, les métiers prioritaires, c'est RH, technique, commercial. Bon, c'est facile de dire ça, c'est général. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a aussi, bon, il y a les sujets des métiers, effectivement, c'est important de le signaler, mais il y a aussi une sensibilisation plus générale de l'ensemble des salariés sur le sujet, hein, sur les bonnes pratiques en termes de sécurité, de mots de passe, par exemple. Hein, pour prendre qu'un exemple, hein, je pense que tous les salariés d'une entreprise doivent être sensibilisés. C'est même, je pense, une obligation de la part d'une entreprise de sensibiliser l'ensemble de ses salariés et ensuite peut-être de faire des formations un peu plus spécifiques par métier. Voilà, donc ça, c'est vraiment un travail que le DPO mène avec les ressources humaines, justement, pour essayer quels sont les métiers qui sont les plus demandeurs, etc., d'établir un programme aussi, peut-être de formation, de sensibilisation. Donc, une idée du nombre de personnes enfermées en région Occitanie, à former en région, difficile à dire. Peut-être autant de salariés qu'il y a dans la filière. Il faut demander à la CCI, peut-être. Pardon ? La CCI doit le savoir. CCI, voilà, effectivement, elle a son rôle aussi hein, pour ça, de véhiculer toutes ces informations. Ouais. Donc, ouais, c'est des questions intéressantes. Là. Je vous remercie. Quelqu'un a d'autres questions, peut-être? Non?
Tu as d'autres questions, Jean-François, pour moi ou moi pour toi? J'en ai pas trop, en fait. Mais, on a pas mal balayé Non, je regarde. le sujet. Euh, c'est vrai que… C'est la petite info du moment peut-être, mais voilà, qui a fait un peu grand bruit dans le monde de la protection des données. C'est une position de la CNIL sur les cookies et Google Ah oui. Analytics. Voilà, on va dire simplement, mais plus très bien en vue Google Analytics sur les sites web. Ouais. Et la CNIL propose d'autres solutions sur son site web, justement, pour si on veut faire de l'analyse statistique. Hein. Voilà, c'est Ouais, Google c'est ça, Analytics pour de l'analyse statistique pure. La CNIL n'aime pas trop parce que certes, c'est de la stat pour vous. C'est loin d'être que de la stat anonyme pour Google. Donc voilà, c'est ce qui dérange un peu. Et donc, la CNIL propose d'autres solutions qui ne font que de la stat. Après, si on veut faire de la publicité, pour le coup, c'est autre chose, puisqu'il va y avoir vraiment un consentement, enfin, il va y avoir d'autres choses. Mais en tout cas, Google Analytics pour de la stat, c'est pas hyper bien vu par les temps qui courent. Ça n'est pas très chaud. C'est vrai que les sites Internet, hein, c'est la vitrine, c'est le point d'entrée souvent des entreprises. Bon, il y a beaucoup peut-être d'acteurs de la filière qui n'ont pas de site Internet, hein, c'est possible. Hein, mais généralement, c'est de plus en plus rare. Hein. Donc, effectivement, ce sujet-là est un sujet à ne pas négliger, effectivement. C'est vraiment un point d'entrée. Voilà. Mais merci beaucoup. Effectivement, je pense que… je ne sais pas si y a encore des questions. Non, je crois que c'est bon. Merci à tous. En tout cas, la vidéo sera rediffusée ensuite sur le site de Digital 113. Donc, vous pourrez revoir s'il y a des passages qui méritent plus de précision. Et puis, voilà, vous avez le nom et l'entreprise de Fabien, la mienne. Si vous avez des questions par la suite, on peut aussi y répondre. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Je vois qu'il y a une question là, sur des formations spécifiques cyber et transport. Donc ça, c'est peut-être que Maud, tu peux être le point de liaison et puis voir comment la factory, par exemple, pourrait aider en ce sens. Quoi. Hein, ça peut être intéressant. Oui, ben voilà, on vous laisse vous rapprocher de Digital 113 du coup. Oui, voilà, rapprochez-vous de Digital 113 pour ça, parce que tout aussi bien, parce qu'on est plusieurs dans la factory. On travaille bien ensemble et je trouve que c'est sympa parce que Jean-François, voilà, c'est un concurrent, mais en même temps, on s'estime beaucoup parce qu'on on se tape pas dessus. Non, on se tape pas dessus. Puis je pense qu'on a la même approche du sujet, quoi. Voilà, c'est bien, c'est le principal. Il y a de la place pour tout le monde, c'est chouette. Merci beaucoup Jean-François et Fabien pour cet atelier hyper passionnant. On a appris plein de choses. J'en profite juste avant qu'on se quitte pour vous rappeler le prochain événement organisé dans le cadre de Digital is Future. Donc c'est la conf qui aura pour thématique la mobilité de demain qui se déroulera à la Cité à Toulouse le 28 juin prochain. Et en effet, cet atelier sera disponible en replay sous peu. Merci à tous.